après la rubrique de la loi, qui comporte les articles 1 à 6, et voici un regroupement de 3 articles que nous pourrions catégoriser sous le titre générique de la justice. Article 7, article 8, article 9. Que dit l'article 7? Nul homme ne peut être accusé d'être... Article 9. Que dit l'article 7? Nul homme ne peut être accusé, détenu, arrêté, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter les ordres, des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rendrait coupable en résistant. Cet article est marqué d'une pierre blanche, car il ne fait ni plus ni moins que de rappeler blanche, car il ne fait ni plus ni moins que de rappeler solennellement à l'État, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, et accessoirement au pouvoir judiciaire, il ne fait que rappeler à ces deux pouvoirs qu'ils doivent respecter la loi, au pouvoir judiciaire. Il ne fait que rappeler à ces deux pouvoirs qu'ils doivent respecter la loi. Nous pouvons dès lors nous interroger sur le sens de ce rappel, en forme de mise en garde sévère, puisque des menaces de sanctions envers sur le sens de ce rappel, en forme de mise en garde sévère, puisque des menaces de sanctions envers le pouvoir public sont agitées si le pouvoir public n'était pas respectueux de cet article. Alors, nous ne pouvons naturellement que nous réjouir d'une telle initiative qui conforte par ailleurs l'idée développée par certains analystes selon laquelle une constitution se doit d'écrire des règles pour empêcher les excès de pouvoir. Alors, nous garderons par conséquent tout particulièrement en mémoire cet article 7 qui stipule que la loi s'applique à tous et même à ceux qui l'ont écrite. Dont acte. Vient ensuite l'article 8 qui dit ceci. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni en vertu. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et une loi légalement appliquée. Alors, pas grand-chose à redire sur cet article 8 qui sacralise le principe de non-rétroactivité de la loi, principe validé par toutes les branches de la philosophie juridique et garant de la souhaitable sécurité juridique du citoyen, qui ainsi ne pourra pas, le citoyen, être condamné pour un acte qui n'était pas considéré comme une infraction au moment où il l'a engagé, où il a engagé cet acte. Il n'y a pas grand-chose à dire donc, si ce n'est que ce principe est superbement ignoré, notamment par le droit fiscal. Le droit fiscal qui, lui, multiplie en toute impunité les entorses à ce principe constitutionnel en rendant rétroactif de nombreuses lois fiscales et sans que personne n'ose élever la voix pour dénoncer cette violation. Conseil constitutionnel en tête. Pour cette raison, nous appliquons donc un point de pénalité pour incohérence à cet article 8. Ensuite vient l'article 9 qui dit ceci. Tout homme étant présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Alors, voici l'un des syndromes parmi les plus représentatifs de la vieille plaisanterie marxienne dont nous avons déjà parlé. Parce que, touchant aux procédures de privation de la liberté individuelle par le pouvoir exécutif, dont nous avons vu, dans le cadre d'un article précédent, qu'elle encadrait strictement tout abus, et ce dont d'ailleurs nous étions réjouis, eh bien, considérant ceci, patatras, 2 articles plus loin, tout ce bel édifice protecteur de la liberté individuelle vient à être réduit en poussière, car nous apprenons avec stupeur que tout citoyen peut être détenu arbitrairement pour peu que ça soit jugé indispensable par un « il » dont nous ne savons rien. Et encore pire, qu'il peut l'être détenu dans des conditions de rigueur dont on nous dit que l'excès doit être réprimé par la loi, mais sans nous préciser ce qui est un excès et ce qui n'est pas un excès. Par ailleurs, et d'un point de vue purement syntaxique, la première partie de phrase « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable » est contradictoire avec la suite s'il est jugé indispensable de l'arrêter. Car si un individu possède un statut juridique d'innocent, il n'existe aucune raison logique de le priver de liberté, autre, bien sûr, que le fait du prince. Cet article, en réalité, c'est ni plus ni moins que la constitutionnalisation de l'arbitraire, ce qui lui vaudra naturellement un veto pour A, constitutionnalité, assortie d'une suggestion de remplacement par la phrase suivante. Si nous donnons un veto, si nous proposons un veto, nous devons proposer une rédaction alternative, qui serait celle-ci de l'article 9. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. En conséquence, aucune détention préventive ni provisoire n'est possible. Voilà un article clair, logique et cohérent. J'ai réuni ensemble ces 3 articles parce qu'il me semblait procéder d'un même domaine que j'ai appelé domaine de la loi. De la justice. De la justice, oui, pardon, de la justice. Et j'aurais envie de dire, en fait, qu'il s'agit de traiter de la loi de la loi. Comment légiférer la loi? Quelles sont les limites de la loi? Qu'est-ce que la loi doit faire? Est-ce qu'il y a une éthique de la loi de ce point de vue? Concernant l'article 7, il y a un point qui mériterait peut-être d'être encore plus souligné que je ne l'ai fait dans mon commentaire, c'est la différence qu'il y a entre ordre, enfin, donner un ordre, et puis la loi. Alors si on relit exactement la façon dont c'est écrit, parce que ça ouvre des débats en fait sur la confusion, c'est un de mes thèmes favoris, la confusion entre le législatif et l'exécutif. L'article 7 dit « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. » D'accord ? Voilà. Alors, la deuxième phrase est plus intéressante. « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. » Alors, cette phrase, finalement, pose plus de problèmes, à mon avis, qu'il n'y paraît, et en tout cas, plus de problèmes que je ne l'ai pointé dans mon intervention de tout à l'heure. C'est que dans la première partie de phrase, on parle de faire exécuter un ordre, et dans la deuxième partie, on parle de, en fait, se soumettre à la loi, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Ceux qui, en fait, font exécuter des ordres arbitraires, donc il s'agit, en fait, de déterminer qu'est-ce qu'il peut y avoir d'arbitraire dans un ordre. Or, un ordre,
ça n'est pas une exécution de loi, un ordre. Donc finalement, il y a un flou encore plus grand, me semble-t-il, dans cet article, c'est qu'on ne dit pas ce que c'est qu'un ordre. Bon, on comprend très bien ce dont il s'agit si on nous parle d'une infraction à la loi. Il y a une loi qui dit qu'il est interdit de faire ceci, hein, et donc tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instance, c'est-à-dire si on lui dit, écoutez, monsieur, la loi vous dit que vous n'avez pas le droit de faire ça, bon, eh bien, l'article 7 dit qu'on doit s'exécuter à l'instant, ou si on vous dit la loi vous oblige à faire cela, donc vous devez le faire séance tenante. Par contre, un ordre, qu'est-ce que c'est qu'un ordre? Bon, c'est toute la différence qu'il y a entre, par exemple, un maire qui va dire il faut faire ça, et à qui on demande sur quelle loi vous vous appuyez. Donc, ordonnez cela. Parce que dans un ordre, il y a la notion de coercition. Un ordre, c'est quelque chose qu'on doit exécuter. Or, si on lit bien cet article 7, on ne peut exécuter un ordre que s'il est assorti d'une justification par une loi. Donc, il semblerait que cet article ne soit pas très clair là-dessus, ou qu'il faille en tout cas, qu'il faudrait, pour qu'il soit parfaitement lisible, il faudrait être plus clair et dire que tout type d'ordre donné par un dépositaire, disons, de l'autorité publique, comme par exemple un maire, mais pas qu'un maire, ça peut être un préfet, ou ça peut être même un fonctionnaire qui est dépositaire de l'autorité publique, parce que dans la pratique courante de notre vie quotidienne, si je peux me permettre cette expression, eh bien, on reçoit des ordres quand même. Hein, on reçoit dit, voilà, vous êtes convoqué, vous devez venir à tel endroit. Bon, mais chaque fois qu'on reçoit un ordre, il faudrait que, impérativement, qu'il y ait un texte de loi qui fonde l'autorité de celui qui a émis l'ordre. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je rajouterai à propos de la critique de cet article 7 au titre de son manque de précision. Alors, cette reformulation que je propose, elle me semble quand même présente, hein, en filigrane de cet article, dont ça ne me paraît pas valoir l'accusation de contradictoire, mais par contre, oui, manque de clarté dans la façon dont c'est formulé. Mais alors pourquoi, ça c'est une évidence, hein, tout ce qui est, évidemment, la Constitution, ce sont des lois. Donc pourquoi est-ce qu'il rajoute, quelle est la nécessité de cette phrase? À la limite, la première phrase de l'article, ok, on n'en parle pas, article 7, ça c'est entendu. Mais pourquoi on n'irait pas tout simplement supprimer le début de la deuxième phrase et dire simplement tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. La phrase du milieu, ceux qui sollicitent, expédient, etc., des ordres arbitraires doivent être punis, ça c'est l'évidence, je ne comprends pas ce que ça vient faire, ça. Alors, il faut, je pense qu'il serait intéressant de resituer la DDHC dans son contexte, mais on a dit que c'est pas parce que c'était dans son contexte, il faut que ce soit signifiant aujourd'hui. Mais on va faire les deux. D'accord. Il est probable que lorsqu'on parle d'ordre arbitraire, c'est qu'on fait allusion à l'époque, hein, disons tous les proconsuls, hein, qui se retrouvaient à la tête d'une région qui était mandatée par la Convention et qui agissaient de leur propre chef, comme Fouché ou d'autres, hein, qui ont opéré des massacres à l'endroit où c'était.
on se souvient des massacres des prêtres je crois que c'est sur la Seine hein, qu'on mettait dans des barques et puis dont on crevait le fond pour les noyades, voilà, les noyades d'ecclésiastiques, voilà, qui étaient opérées en fait par des fonctionnaires à qui on avait attribué quasiment plein pouvoir. On les a appelés après des proconsuls, quasiment, hein, en prenant exemple sur ce qui s'était passé pendant la période romaine, et que donc, tous ces ordres qui étaient donnés, c'est-à-dire rassemblez-vous, montez dans les barques, eh bien, devaient de toute façon, devaient impérativement être pris en fonction d'une loi qui existait. Donc, c'était afin de pouvoir pénaliser, juger, hein, tous ceux qui avaient outrepassé leur fonction dans le cadre de l'exécutif. Alors, si on translate maintenant à aujourd'hui, l'exécutif donne des ordres. Hein, bon, il donne par exemple un ordre, il dit vous ne pouvez pas entrer dans cet établissement si vous n'avez pas de passe sanitaire. D'accord. Bon, c'est un ordre. Bon, quelle est la loi derrière? Y a-t-il une loi? Voilà. Bon. L'exécutif, alors qui c'est l'exécutif? L'exécutif, c'est les préfets, c'est les maires, ce sont tous les employés des différentes administrations de sécurité sociale ou autres qui donnent des ordres. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que un ordre donné par... il y a une différence entre un ordre et une exécution de la loi. D'ailleurs, un ordre, c'est pas une exécution de loi. Une loi, elle est là. Alors, c'est vrai que la loi, elle peut être, disons, divisée en deux grandes parties. C'est les lois d'obligation et les lois d'interdiction. Alors, les lois d'interdiction, les interdisent de faire quelque chose. C'est des règles complètement abstraites. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas exécution de quelque chose, la loi d'interdiction n'a aucun rapport avec l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il y a saisie, vous êtes saisi lorsque vous faites une infraction, c'est-à-dire que vous avez violé une loi d'interdiction. Concernant les lois d'obligation, les lois d'obligation ne sont pas si nombreuses que ça. Hein, les lois d'obligation, c'est les lois où vous êtes obligé de faire quelque chose. Par exemple, la conscription, qui n'existe plus, mais qui peut être réintroduite à tout moment. Conscription, c'est on vient te chercher chez toi et on vient vous chercher chez vous et vous êtes obligé. Bon. Et donc, là, c'est un ordre qui est donné par l'exécutif, c'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires, des gendarmes qui viennent à un domicile pour t'obliger à faire quelque chose en vertu d'une loi. Bon, s'ils le font sans montrer la loi, ils doivent être punis. Très bien. La perception fiscale aussi, c'est une obligation. Hein, c'est-à-dire qu'on vient demander de l'argent, voilà, mais donc il faut qu'il y ait une loi. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a vraiment une différence. Alors, celui qui vient te demander de l'argent, c'est pas le législateur, c'est le ministère des Finances, c'est l'exécutif. Donc, le mot ordre donné, c'est un ordre c'est une notion qui s'applique au domaine et au pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif ne peut donner des ordres aux citoyens qu'en s'appuyant sur des lois, des lois, c'est-à-dire des productions du pouvoir législatif. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà, et ça veut dire arbitraire. Arbitraire, c'est un ordre qui est donné par le pouvoir exécutif. Alors, il faudrait que ce soit précisé, justement. C'est là la précision. Ordre, arbitraire, on s'est parlé. Qui donne un ordre? Qu'est-ce que c'est qu'un ordre? Qu'est-ce que c'est qu'arbitraire? Eh bien, un ordre arbitraire, il faut dire, c'est une directive, c'est un commandement du pouvoir exécutif, c'est-à-dire d'un représentant de l'exécutif, qui ne s'appuie pas, qui ne se justifie pas, qui ne produit pas à l'appui de l'ordre coercitif qu'il énonce, il ne produit pas un document législatif.
Et pour ce qui concerne la deuxième phrase, alors, deuxième phrase, elle est claire, hein, dans la mesure où la première aurait été précisée. Tout citoyen saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Oui. Donc là, si je montre doit obéir à l'exécuteur de la loi, c'est-à-dire l'exécutif, ils seront coupables par la résistance. On est coupable de résister. Alors, on n'est pas coupable si on résiste. Alors, la question, effectivement, du coup, en creusant, il n'est pas répondu à la question, qu'est-ce qui se passe si on résiste à un ordre arbitraire? On dit que ceux qui font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais on ne dit pas si celui qui résiste à un ordre arbitraire doit être puni. Alors, par contre, n'oublions pas, dans le préambule de la DDHC, énoncé comme un droit naturel, la résistance à l'oppression. Oui, voilà. Bon. Avec... Que finalement, en s'y attardant un petit peu plus, on ajoute quand même pas mal de précision. Ouais. Il faudrait dire, si on veut être clair, hein, après, si on veut dire autre chose dans l'article 7, il faut l'écrire autrement, mais si on veut être clair et qu'on part sur cette interprétation, si on veut dire aux citoyens, si on veut donner la garantie aux citoyens que le dépositaire de la force publique, hein, donc, de l'autorité publique, ne peut donner un ordre que s'il s'appuie sur une loi, bon, il faut l'écrire clairement. Eh bien, il faudrait peut-être le dire comme ça, d'ailleurs. Voilà. Bon. Mais, alors, du coup, à bien y réfléchir, ça ouvre encore une autre fenêtre. En faisant la translation entre ce que faisaient les proconsuls, hein, façon les exactions de Fouché pendant la Révolution française, avant qu'il devienne d'ailleurs le ministre de l'Intérieur de Bonaparte, et avec ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on a dit que la DDHC, ça doit être parlant par rapport à aujourd'hui, ça ouvre le débat, en fait, sur les arrêtés municipaux. Je m'explique. Lorsqu'un maire prend un arrêté municipal, il n'a pas besoin de se référer à la loi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un arrêté municipal, ça a force de loi. Alors, je rappelle que en dessous de la Constitution, il y a ce qu'on appelle les codes juridiques. Codes juridiques, il y en a 74 environ. Hein. Code des impôts, code civil, code du travail, code de la sécurité sociale, etc., code des collectivités locales. Bien, il y en a 74. Et dans ces codes regroupent ce qu'on appelle toutes les règles coercitives. Et ces règles coercitives, elles sont de nature différente. Elles sont de 4 natures. C'est la loi, le règlement, le décret ou l'arrêté. Et d'ailleurs, dans ces codes juridiques, tous les articles de code juridique sont précisés soit de la lettre A, arrêté, soit de la lettre L, loi, soit de la lettre D, décret, soit de la lettre R, règlement. Alors, les lois sont prises par l'Assemblée nationale, uniquement. C'est des choses qui sont produites par l'Assemblée nationale. Les décrets, c'est produit par le gouvernement. Les règlements, alors, ça peut être produit par des tas de gens, les préfets, hein, des technocrates ou des ministres aussi. Et les arrêtés également par des préfets et par des maires. Donc, un maire, seul ou avec l'accord de ce conseil municipal. Alors, je vais prendre le temps de m'arrêter sur le municipalisme parce qu'on est quand même là au cœur, je dirais, de la citoyenneté, ce qui se passe dans la gestion des collectivités locales. Un arrêté n'a pas besoin d'être pris par une majorité du conseil municipal. Un arrêté, il est signé par un maire.
Moi, maire, et j'ai... le maire peut dire, c'est en fonction de... Enfin, je dis, suite à une délibération de conseil municipal majoritaire, il peut même mettre ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre, ou il peut mettre rien du tout. Il met, voilà, moi, maire de telle commune, paf, j'ai dit que article 1, article 2, article 3, article 4. Voilà. Ça, c'est interdit, ça, vous êtes obligé de le faire. Il ne faut pas brûler vos déchets verts. Vous n'avez pas le droit de vous réunir à tel endroit. Il peut pondre absolument ce qu'il veut, le maire. C'est un ordre, ce sont des ordres. On donne des ordres, hein, et il s'appuie sur aucun texte de loi. Il crée la loi lui-même, puisque arrêter, sa force de loi. La force de loi, est-ce que ça veut dire que c'est une loi, tu vois? Bon, d'abord, c'est pas une loi, c'est un arrêté. Mais sa force de loi, c'est-à-dire que tu as un petit truc après qui dit si vous ne vous exécutez pas, je peux faire appel à la force publique. À ce gendarmerie. Alors, si tu lis l'article 7, quid de l'ordre arbitraire. Alors, si toi, citoyen, tu dis, mais attends, cet arrêté, il est arbitraire. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, tu peux faire une chose extrêmement simple, que je connais bien d'ailleurs, tu saisis le tribunal administratif et tu demandes à casser l'arrêté. C'est-à-dire que tu fais télérecours citoyen, tu fais un recours citoyen, tu dis voilà, j'attaque, moi citoyen, alors moi tout seul ou moi via une association, j'attaque cet arrêté, donc cet ordre, hein, parce qu'il est arbitraire, voilà, et je dis qu'il est arbitraire parce qu'il est contraire à la loi numéro machin chouette ou l'article de la DDHC ou un article de Constitution, et j'attaque. Le tribunal administratif statue, et tous les jours, il y a des maires qui voient leurs arrêtés municipaux cassés parce que leur arrêté n'est pas conforme à la loi, est illégal. Bon. Et alors, je vais continuer, puisqu'on a du temps, tu couperas si tu veux, bon, je vais continuer... mon petites anecdotes. Il y a une fragilité de tout ce qui est force de loi, en fait. Tel que arrêter pas décret. Alors là, tu parles plus spécifiquement de l'arrêté préfectoral, de l'arrêté municipal, pardon. Qu'en est-il du décret et du règlement? Est-ce que eux aussi ont force de loi? Le tribunal administratif règle les conflits entre le citoyen et l'administration en pris en charge à l'État. C'est-à-dire que tu peux attaquer également un arrêté préfectoral, tu peux attaquer un décret. Tu peux tout attaquer. Nous, on attaque une loi organique avec l'association dénonciation élection qui est en train d'ailleurs de se structurer. On attaque. Alors, tu peux attaquer. Alors, bon, tu as la commission des lois qui reçoit des pétitions pour faire abroger des articles, alors, peut-être pas faire un cours sur la commission des lois, mais bon, on peut en parler si tu souhaites. Et puis, il y a les questions préalables de constitutionnalité questions de constitutionnalité qui peuvent être posées par n'importe quel citoyen. Vous pourriez dire, attendez, cette loi, elle est pas constitutionnelle. Je demande au Conseil constitutionnel de se prononcer là-dessus. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va être entendu. Bon. Voilà. Okay. Alors, bon, l'article 7, il parle de ça. Il parle pas d'une loi, il parle d'un ordre. Hein. Attention, hein. Quand on fait une QPC, c'est qu'on attaque une loi, là. Une loi qui n'est pas légale par rapport à la loi qui est au-dessus d'elle. Là, on parle d'un ordre. Tu vois, il y a la Constitution, les codes juridiques, puis les ordres que donnent les proconsuls. C'est les maires. Grosso modo. Enfin, 36 000 maires, hein, c'est d'eux qui s'agit un peu des préfets. On revient. On attaque, parce que je suis dans pas mal de temps des associations citoyennes, on attaque aussi des préfets. Hein. Mais on attaque surtout des maires. Et alors, pour terminer mon anecdote sur les maires, alors, pas les maires de grandes villes, hein, mais les maires de petites villes jusqu'à moins de 5000 habitants, quand tu viens leur dire, mais attendez, votre truc là,
c'est illégal. Bon, ils te disent, mais écoutez, vous ne connaissez pas la loi. Vous êtes là à venir nous emmerder avec votre constitution de code civil. Nous, on ne connaît pas la loi. On fait ça parce qu'on pense que c'est pour le bien des gens. Bon, mis à part, c'était pour disons, humaniser un petit peu le discours juridique que nous avons. Donc, un ordre arbitraire, c'est, par exemple, pour illustrer, c'est un arrêté municipal qui est attaqué par un citoyen ou un comité citoyen et qui est cassé par le tribunal administratif. C'est un ordre arbitraire. Est-ce que pour autant, alors là c'est là qu'on lit la deuxième partie de phrase, est-ce que pour autant on est fondé à ne pas obéir? Parce que la deuxième partie de phrase, elle dit tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables par résistance. Est-ce que tu peux résister? Par exemple, un maire qui interdit une réunion. Je prends un exemple très simple et très réel. Un maire qui interdit une réunion. Gilets jaunes. Bon. Si tu résistes avant que le tribunal administratif ait cassé l'arrêté, est-ce que tu te rends coupable? Tu vois, une espèce de vide juridique là. Parce qu'on dit quand même que tout citoyen en vertu de la loi. Or, un arrêté, alors c'est là qu'est un peu un arrêté, est-ce que c'est une loi? Un maire qui produit un arrêté, qui t'interdit une réunion dans une salle, bon, ça n'est pas une loi, c'est un arrêté. Tu passes outre et tu tiens quand même la réunion. Donc tu fais de la résistance. Bon, l'article 7, à la fin, il dit tu te rends coupable, le citoyen se rend coupable s'il résiste à l'application de la loi. Mais ce n'est pas une loi, c'est un arrêté. Exactement. Voilà. Là, bon, l'article 7 ne précise pas ça. Ouais. Là, on voit bien qu'il y a une problématique qu'on a vue déjà avant, à savoir qui fait la loi, d'accord? Et si, en plus de ça, maintenant, ce qui complique, c'est que il y a des choses qui ne sont pas des lois, mais qui sont forces de loi, donc qui sont assimilées à la loi, telles que les arrêtés, les décrets, les règlements. Donc, ça fait une dissolution et une prolification, comment on dit? Prolifération. Voilà. De ceux qui sont capables de faire des assimilés lois, tels que les maires pouvant faire des arrêtés. Mais ce sont, là, il faudrait, parce que là, on parle bien de tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi. Mais est-ce que ça sous-entend en vertu de ce qui est aussi force de loi, tels que les arrêtés, les décrets ou les règlements, ou est-ce que ça c'est de niveau inférieur et d'un autre ordre? Parce que là, il faudrait le préciser. Force de loi et loi, c'est pas la même chose, c'est pas la même origine, c'est pas la même étendue. Un arrêté préfectoral ou municipal, c'est pas la même étendue que la loi qui est écrite par les députés à l'Assemblée. Donc il y a une dilution comme ça de ceux qui peuvent produire, si ce n'est de la loi, des simili-lois, qui rend l'article 7 très imprécis et assez confus du coup. Oui, alors là, on ouvre le débat sur le domaine réglementaire. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des simili-lois, mais on voudrait savoir ce que c'est. Le domaine réglementaire, il est introduit par l'article 37, je crois, de la Constitution. Alors, vérifiez je peux me tromper peut-être sur l'article que je cite de mémoire, qui dit, il est assez similaire, il dit « Tout ce qui ne relève pas de la loi relève du domaine réglementaire ». Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et le domaine réglementaire, c'est l'exécutif. Alors, dans le domaine réglementaire, bon, il met règlement, décret et arrêté. Il met les trois trucs. D'accord. Ça, c'est le domaine réglementaire. C'est-à-dire, c'est l'exécutif qui émet des règlements qui
aux forces coercitives. Alors, mais attends, mais si c'est Mais précis... c'est pas des lois. Mais voilà. Oui, mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que la DDHC, alors, à cette époque-là, ça n'existait pas. Oui. D'ailleurs, l'introduction du domaine réglementaire, c'est très intéressant dans l'évolution, disons, non pas la philosophie de la loi, mais l'histoire de l'évolution de la loi. C'est très intéressant de voir à partir de quand arrive le domaine réglementaire. Parce qu'au début de la République, des premières républiques, donc 1789, eh bien, le domaine réglementaire, on ne sait pas ce que c'est. C'est simplement, c'est arrivé, alors bon, je ne vais pas faire un historique, je n'ai pas assez potassé le sujet, mais lorsque l'exécutif se rend compte que finalement, le législatif, ça le gêne, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il commence à inventer le domaine réglementaire. Je pense que ça arrive avec M. Thiers et le début de la Troisième République. Toujours est-il qu'en 1789, le domaine réglementaire, on sait parce qu'il y a la loi qui est donnée à l'Assemblée nationale, et puis c'est tout. Et puis à côté, il y a des proconsuls, façon Fouché, bon, je continue sur Fouché, je tape dessus, on ne tapera jamais assez. Voilà. Bon, c'est toujours ça de prix. Eh bien, donc, on nécessité d'écrire ça en disant, attendez, proconsul, il donne des ordres qui sont arbitraires parce qu'ils ne sont pas sous-tendus par des lois et il n'a pas le papier là, de la convention qui dit vous avez le droit de faire ça. Mais aujourd'hui, avec les règlements, les décrets, les arrêtés, tout ça, c'est pas des lois, tu sais plus, voilà. Et donc, la DDHC n'est pas à jour à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas notre problème. Si la DDHC n'est pas à jour, c'est pas une excuse. Pas une excuse, ils ont qu'à la mettre à jour. Comprends ? Faut être très très ferme là-dessus. Pas dire ah oui mais vous comprenez, ça c'est on laisse faire parce que c'était 1789. Non, elle est annexée à la Constitution et la force de loi pour les êtres humains de 2022, pour les Français de 2022. Donc si c'est pas à jour, faut le mettre à jour. Et donc là du coup là on te parle des ordres. Qu'est-ce que c'est nous on lit que c'est le domaine réglementaire, que c'est ce qui n'est pas la loi, que c'est un ordre qui vient d'un fonctionnaire de l'exécutif, d'un mandataire, d'un salarié d'exécutif, et que on va juger arbitraire, voilà. Bon. Alors, sur l'article 7, si on en reste à lui, il dit bien que, en tant que citoyen, il faut respecter et ne pas résister à ce qui est la loi, ce qui est dit par la loi. Si plus tard, comme tu le dis, le rappelles, dans cette même constitution, sera dit que tout ce qui est arrêté, décret, règlement, ce n'est pas de la loi, alors ça veut dire... Pardon ? Oui. Voilà. Ça veut dire que l'article 7 dit que on a le droit de... Enfin, je veux dire, on ne se rend pas, en tout cas, coupable de résister aux arrêtés, aux décrets, aux règlements, puisque il ne s'agit pas de loi. A priori. Alors, ça c'est extrêmement intéressant parce que ça m'avait échappé. Alors je vais prendre, je vais retrouver l'article parce que là j'ouvre la Constitution. Mais il n'empêche que ce que tu dis est vrai. Il s'agit certainement, avec les arrêtés, les décrets et les règlements, de pouvoir essayer de contourner la loi, quoi. Voilà, c'est bien. Tu vois, c'est bien l'article 37. Les matières. Attention à la formulation. Ouais. Attention les yeux. Là. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Hein. Alors. Donc ça veut dire qu'il y a des matières qui sont qui ne sont pas du domaine de la loi déjà. Oui. Alors l'article 34 définit. Enfin, il prétend définir les matières qui relèvent de la loi. Et la loi fixe les règles concernant ceci, cela. Bon, il y en a toute une tartine. Et puis un peu plus loin, on a l'article 37 qui dit les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Bon. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être... Non, ça n'a pas d'incidence sur ce que nous traitons actuellement. Voilà.
Donc, D'accord. les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi. Ça veut dire que la loi, c'est uniquement ce qui émane de l'Assemblée nationale. Et donc, si l'on s'en tient à ce qui est écrit en l'article 7, hein, le citoyen n'est pas fondé, en tout cas n'entre pas en résistance s'il n'exécute pas quelque chose qui n'est pas une loi, c'est-à-dire quelque chose qui est un arrêté, un décret ou un règlement. Hein? Tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant et se rend coupable par résistance. À deux, uniquement de la loi. On ne dit pas tout citoyen appelé ou saisi en vertu d'un règlement, ni en vertu d'un arrêté, ni en vertu d'une ordonnance, ni en vertu d'une circulaire administrative, etc., etc. La résistance, c'est uniquement quand tu t'opposes à l'exécution de la loi. Hein? Bon, alors on va dire, oui, mais c'était écrit en 1780. Je ne veux pas le savoir. Hein? Oui, oui. C'est aujourd'hui. Ah, bon. Il faut cohérence. Et voilà. est-ce que, à ta connaissance, dans la Constitution, dans la DDHC, pardon, est-ce qu'on définit ou est-ce qu'on parle ailleurs ou quelque part de ce qui est force de loi ou c'est pas dit? Oh ben, l'article 7 le dit, hein. Ah non, on ne parle pas de force de loi. Force de loi, c'est une vue de l'esprit. C'est disons, l'expression force de loi, c'est une expression qui est apparue avec l'apparition du domaine réglementaire. Puisque, comme le dit l'article 37, il y a un certain nombre de textes qui ne sont pas des lois, qui sont du domaine réglementaire et qui ont force de loi. Mais bon, force de loi, c'est pas... Voilà. Bon, ou alors il faudrait que l'article 7 dise tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi ou en vertu de ce qui relève de force de la loi. Ah, mais il faut qu'il énumère d'une loi ou arrêté, d'un arrêté ou d'un règlement ou d'un d'une décret. ordonnance ou d'une circulaire administrative ou d'un décret. Il faut qu'il énumère tout. Hein, parce qu'il y a aussi des ordonnances de Bruxelles, etc. Hein. Ok. Est-ce que tu veux qu'on continue sur l'article 8 et l'article 9 ? Oui, voyons. Alors, article 8. L'article 8, il est pas trop mal, non ? Oui. Je sais plus, parce qu'à force, bon, tu vois, quand on parle, on trouve des loups qui sortent. Alors, l'article 8 traite du caractère rétroactif de la loi. Et juste un mot sur l'article 9 aussi. Sur l'article 9, il y a plus à dire. Mais pose le problème de la détention préventive. Je préférerais qu'on parle de l'article 9. L'article 8, finalement, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Pas grand-chose à dire de plus que ce qui a été dit dans la vidéo. Ok. Parce que lorsqu'on dit la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, bon, ça c'est une déclaration sympathique, de bonne intention. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais pourquoi effectivement ne pas le dire en tant que principe ? Rappeler finalement que la loi n'est pas... En fait, que l'Assemblée nationale n'est pas une usine à loi, et que sous prétexte qu'il y a des gens qui touchent leur salaire en fin de mois pour faire des lois, bon, ils font des lois parce qu'ils sont payés pour faire des lois. Non, l'article 8, c'est-à-dire que un député qui te dirait, écoutez, oui, on fait des lois parce que on est payé pour ça, donc on... un petit peu comme un ouvrier stakhanoviste, tu vois, plus il fait de pièces à l'heure, mieux il est payé. Non. Bon, l'article 8 te dit, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, c'est-à-dire que voilà, faut faire la loi en fonction de ce qui est nécessaire. Voilà. Alors, par contre, ce qui est plus intéressant, c'est l'histoire de la rétroactivité. Bon, ça, c'est un grand principe de la loi qu'on retrouve dans toutes les constitutions, enfin, au risque d'être démenti, qu'on retrouve dans toutes les constitutions du monde. Un des principes de base de la loi, c'est qu'elle ne doit pas être rétroactive. C'est vrai qu'il y a
il y a quand même une évidence de plus que de bon sens, mais d'humanité, de dire on ne peut pas punir aujourd'hui quelqu'un, on ne peut pas décider que ce qu'a fait quelqu'un il y a 10 ans qui était autorisé, on va l'interdire aujourd'hui, donc on va le punir pour ce qu'il a fait il y a 10 ans alors que c'était autorisé. Hein. Oui, ou même hier. Ça, c'est vraiment admis. Mais il y a des exceptions. Alors, ouais, Ben, c'est pas respecté. Hein. Alors c'est pas respecté. Alors, pour une fois n'est pas coutume, je vais quand même défendre le système sur ce point. Je ne lui vois pas tellement, justement, d'infraction, sauf le droit fiscal. Mais je suis prêt à étudier tous les exemples qu'on va me donner de lois rétroactives. Oui. Bon, je suis pas du tout un spécialiste et là, je n'ai pas en tête des cas, Ouais. mais il me semble, hormis le domaine fiscal, qu'il y a des lois qui ont été écrites après avoir arrêté des gens pour des motifs qui n'existaient pas encore, quoi. Attends, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je dis que des lois ont été créées à la suite d'actions illégales du gouvernement pour pouvoir se justifier par après. C'est-à-dire, Ah non, on a arrêté quelqu'un sur un motif illégal, c'est-à-dire illégal dans le sens qui ne s'appuie pas sur la loi, puis par la suite on a créé la loi pour pouvoir dire, voilà, il a commis ceci, on vient de faire une loi qui l'interdit, et donc la personne qui a été arrêtée avant que la loi n'existe, eh bien, encourt un jugement. ouais. C'est bien une rétroactivité, enfin, Mais, c'est dans l'autre sens, mais après je pourrais pas te dire de cas. tu veux dire que bon, on arrête quelqu'un pour une infraction qui existe, enfin, par rapport à une loi qui existe. Non, qui n'existe pas encore. On arrête quelqu'un sur un prétexte Voilà. qui n'est pas une loi, et puis ensuite, pour pouvoir justifier cette arrestation, on écrit la loi. Mais si on arrête quelqu'un, on l'arrête en fonction d'une loi. Bon, Normalement. Mais par exemple, sous les gilets jaunes, tu me diras si ouais. je me trompe, mais Ouais. nulle part est marqué dans la loi qu'on n'a pas le droit de porter un gilet jaune. Et pourtant, des gens, notamment lors du défilé du 14 juillet, je crois, ont été arrêtés, même si après peut-être ils ont été relâchés, enfin je sais pas quel a été leur sort après, mais ils ont été arrêtés parce qu'ils portaient, même c'était pas simplement des gilets jaunes, mais du jaune, un pull jaune, des ballons jaunes, etc. Or, il n'y a aucune loi qui empêche de... Ah non, mais ça c'est une chose différente. C'est des arrestations arbitraires. On arrête quelqu'un. Oui, après c'est vrai qu'il n'y a pas eu de loi... Bon, c'est-à-dire que effectivement, là, on est dans la violation caractérisée de l'article 7, c'est-à-dire qu'il y a ordre arbitraire, ouais. un fonctionnaire qui est dépositaire de la force publique, qui prend sur lui d'arrêter quelqu'un pour une loi qui n'existe pas. Bon, on s'aperçoit ensuite qu'il n'y a pas de, il peut pas justifier son arrestation par une loi. Bon. C'est vrai. Oui, Voilà, c'est autre chose. l'exemple, ce serait de la rétroactivité, c'est on vient te chercher, toi, aujourd'hui, en te disant, voilà, bonjour, monsieur Guillaume, en 2009, vous avez fait ça, oui, à l'époque, c'était autorisé, aujourd'hui, c'est interdit, donc on va vous donner une amende parce que vous avez fait ça en 2009. C'est ça la rétroactivité. Ouais. En fiscalité, ça marche. Oui. Je sais pas Mais après, tu sais, il y a eu toutes ces lois. Alors, je suis pas certain de moi. Est-ce qu'il y a eu une loi qui a été écrite ou simplement ils se sont arrêtés à l'arbitraire du fait d'arrêter des gens parce qu'ils portaient du jaune, ou est-ce qu'après ils ont passé des lois sur la sécurité, sur l'ordre public, parce qu'il y a eu tout un tas de lois sur les casseurs, ceci, cela, tu sais. Ah ben, on écrit des lois, oui, à toute vitesse, ce qu'on appelle les lois émotionnelles,
des lois qui sont écrites à toute vitesse sous l'impact d'un événement, contre un événement, l'écrit de la loi. Mais justement, un des principes du droit, c'est qu'on ne va pas pouvoir juger les gens qui ont été, disons, constatés ayant fait un acte à un moment T, et la loi, elle est sortie à un moment T plus 1. Bon, ben, si tu l'as fait au moment T, tu ne peux pas... Bon. Alors, ça, c'est un fondement extrêmement important de la loi, parce que... sinon, une loi peut justifier l'arbitraire. La violation du principe de non-rétroactivité, c'est la porte ouverte. Enfin, c'est effrayant, quoi. Bon, tu peux... Mais, ouais, bon, c'est... Voilà. Ok. Imagine que tu as des opposants qui aient fait un certain nombre de choses, bah, tu es au pouvoir, pop, tu fais une loi qui interdit de faire ça, puis hop, du coup, tu peux les mettre en tôle parce que 3 ans avant, ils ont fait ça. Ok. Tu voulais dire plus de choses sur l'article 9, non? Oui, parce que l'article 9, alors, il ouvre un débat très très important, c'est le débat sur la détention préventive. Alors, l'article 9 tel qu'il est, alors attends, du coup... Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Oui, alors, voilà. Alors, au début, ça commence bien. Toute personne est présumée innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable. Ça, c'est la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, elle est jamais battue en brèche. C'est-à-dire que personne, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, des gens qu'on met en détention par non, mais ils sont présumés innocents. Bon. Mais, c'est là que c'est l'hypocrisie monumentale de cette rédaction. Tu es présumé innocent, mais ça n'empêche pas de t'incarcérer, tu vois. Bon, donc c'est une forfaiture, cette rédaction. Comment peut-on faire coïncider cette phrase, tout en étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter? On ne parle pas encore ensuite de la rigueur. Ça veut dire, si on l'écrit autrement, mais pour être bien clair par rapport à ce que au sens réel de la phrase, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, mais on peut l'arrêter, on peut l'incarcérer quand même. Ça veut dire ça. Bon. Mais il ne faut pas que ce soit avec une rigueur inutile. C'est après ça. Après la rigueur. Même sans parler de la rigueur. Même sans parler de ce qu'il y a après la virgule, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, mais on peut quand même l'arrêter. Le principe de liberté, au revoir. Oui, mais surtout, on ne nous explique pas pourquoi. C'est-à-dire que je veux bien qu'on nous dise que quelqu'un qui est innocent, qui est présumé innocent, parce qu'il n'a pas été déclaré coupable par la justice. Bon. On peut quand même l'incarcérer. Bon. Peut-être, j'attends qu'on me donne les motifs. Or, il y a s'il est jugé indispensable, cette phrase est une véritable forfaiture. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, si il est jugé, ça veut dire si quelqu'un juge, s'il est jugé. Bon, on pourrait dire au moins si l'autorité judiciaire, ou bien si le procureur de la République décide. Bon, déjà, ce serait plus clair. C'est-à-dire que c'est le procureur de la République qui a décidé qu'on l'incarcère, quand même. Bon.
on avancerait dans la précision. Mais il faudrait avancer encore en nous disant sur quelle base. Alors, sur quelle base il pourrait dire selon son intime conviction. Là, on ne serait toujours pas d'accord, mais on avancerait quand même. Disons, on les obligerait à écrire des choses un petit peu plus précises. Oui, mais est-ce que tu ne penses pas que depuis le départ, c'est quand même problématique de dire si quelqu'un est innocent, parce que la première phrase, c'est ça qu'elle dit, d'accord? Si quelqu'un est innocent, on peut quand même l'arrêter. Comment tu... Enfin, c'est contradictoire. Si on respecte la liberté de quelqu'un, tu peux pas l'arrêter s'il est innocent. Alors, c'est contradictoire, sauf si on donne des raisons. Sauf si on énonce un principe. Parce qu'un principe peut être tempéré par un autre principe. Hein, si le principe c'est... Si le principe c'est... tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, voilà un principe qu'on comprend bien. Et on peut accuser quelqu'un de n'importe quoi, il est présumé innocent tant qu'il n'y a pas un tribunal qui l'a déclaré coupable. Donc c'est un principe clair. Et il peut être tempéré par un autre principe, sauf dans le cas où, alors par exemple, l'autorité judiciaire chargée du dossier aurait réuni des éléments probants démontrant que l'individu doit être, que le citoyen doit être provisoirement privé de sa liberté parce qu'une liberté de déplacement serait nuisible à la société, par exemple. Hein? Bon. Alors là, on aurait un principe qui c'est un principe quand même conditionnel parce que c'est, on dit c'est pas un principe qui s'impose, c'est un principe qui est conditionné par la délibération d'une instance. Mais au moins, c'est dit. Hein? Moi, ça me pose problème parce qu'à partir du moment où quelqu'un est présumé innocent, même si il y a des éléments à charge, a priori, qu'il faudra mettre en débat dans un procès, tant qu'il est présumé innocent, ça voudrait dire qu'on arrête potentiellement un innocent. Et là, ça me pose problème. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire, c'est-à-dire que, ok, quelqu'un est accusé. Pour l'instant, il reste présumé innocent. Mais il peut être accusé, je sais pas, on prend un cas sévère de meurtre, d'accord? Et donc, si on le laisse comme ça dans la nature, on peut penser soit qu'il essaye de s'échapper, soit qu'il, au pire, commette un autre crime. Mais on n'est pas obligé de l'arrêter s'il est présumé innocent. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui interdire de sortir du territoire, parce que bon, il pourra toujours s'échapper en France, mais si on a les moyens, si on a les moyens policiers, on peut le retrouver, et puis être en cavale comme ça incessamment, c'est pas une vie. Donc, il a quand même la liberté de circuler dans le territoire, ou alors on peut le faire suivre. On ne l'arrête pas, mais voilà, pour s'assurer que vous ne commettiez pas d'autre mal que ce que vous êtes accusé, ou pour s'assurer que vous n'allez pas disparaître dans la rue, on vous fait suivre. On n'est pas obligé d'arrêter, parce que arrêter, c'est une grosse privation de liberté, tandis que priver de sortir du territoire, oui, c'est une privation de la liberté, mais on ne sort pas du territoire tous les 4 matins comme ça, quoi. Non? C'est quand même radical, l'enfermement, ce que je veux dire. Il faut savoir de quoi on débat. Moi, bien entendu, je suis d'accord. Sur le fond, je suis d'accord. Je suis contre la détention provisoire, personnellement. Personnellement, et dans les programmes que j'ai signés. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Et après, je peux développer toute une argumentation pour dire qu'il n'y a pas de détention provisoire. Mais là, on fait un autre travail. On essaye d'abord de voir ce qui ne va pas, ce qui ne va pas au niveau de la syntaxe, de l'article 9. Voilà.
Et donc, ce que je dis, c'est que lorsqu'on dit s'il est jugé indispensable de l'arrêter, bon, c'est pas sur le fond, c'est sur qu'est-ce que ça signifie, c'est sur l'imprécision de la chose. Oui. Que le nom est porté. Moi, C'est-à-dire que ça ne veut rien dire. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, ça ne veut rien dire. Alors, et on a suffisamment, un nombre de fois suffisamment important, montré, répété, que lorsque c'est imprécis, ça ouvre l'arbitraire. Si c'est imprécis, eh bien, ça veut dire que celui qui va l'interpréter comme il veut, et donc c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Imprécis et incohérent. Alors, pour l'instant, c'est imprécis. Alors, je n'irai pas jusqu'à l'incohérence. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Mais on peut quand même juger qu'il est indispensable de l'arrêter. Oui, mais attends. C'est pas incohérent. Non, non. C'est pas incohérent, c'est imprécis. L'article 9 en lui-même est éventuellement cohérent, mais c'est l'article 9. Il y a d'autres articles avant lui, notamment l'article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. D'accord ? Donc à partir du moment où tu es innocent, présumé innocent, tu restes un homme libre. Tu n'as pas encore, tes droits ne te sont pas encore déchus. Voilà, parce que tu n'as pas été jugé encore coupable. Donc, quelqu'un qui est innocent, c'est quelqu'un qui est libre. Et donc, l'article 9 dit, même étant innocent et donc libre, on peut quand même vous arrêter. Et là, à mon avis, il y a contradiction entre l'article 1 et l'article 9. Alors, c'est un débat très intéressant. C'est très intéressant, mais je crois qu'il faut prendre le temps, justement, de bien échanger sur... donc, je comprends bien ce que tu veux dire, et tu sais, on ne veut pas me taxer d'être un défenseur du mode rédactionnel de la Constitution, mais je maintiens que je n'irai pas jusqu'à dire que c'est contradictoire, parce que lorsque tu fais référence très justement à les hommes demeurent libres et égaux en droit, les hommes sont libres, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un qui est accusé doit rester libre. L'article 9 dit tout homme... Alors attention, je ne suis pas en train là, je ne suis pas sur le fond, puisque moi, je suis contre, je le répète, je suis contre la détention provisoire. Mais si on s'en tient à ce qui est écrit et à la logique de ce qui est écrit, à mon avis, ne découle pas qu'il est contradictoire de dire que un homme qui est accusé, qui est présumé innocent, ne pourrait pas être quand même incarcéré si on explique pourquoi, tout en sachant qu'on ne sera pas d'accord de toute façon avec le motif qui sera donné. Mais bon, là c'est un petit peu byzantin, si tu veux, comme querelle, comme querelle, comme litige. On peut effectivement dire qu'il y a une contradiction entre le fait de dire que quelqu'un est innocent et de dire qu'il pourrait ne pas être libre. Un innocent qui pourrait ne pas être libre, effectivement, bon, je veux bien admettre qu'il y a une contradiction parce que, de toute façon, le vrai litige me paraît, en tout cas, supplémentaire. Alors, il y a une contradiction et en plus, il y a une imprécision parce que, admettons cette contradiction. Bon, nous disons, notons cette contradiction, on l'enregistre, mais on l'admet. Alors, là, il est 17h23, oui. Alors que je m'en aille, mais moi, je voudrais qu'on continue plus longuement sur cet article 9, parce que c'est tout le débat sur la justice qui... c'est pas tout le débat, mais enfin, c'est une porte d'entrée extrêmement importante sur la justice. Parce que la détention
préventive, c'est un des piliers de la conception actuelle de la justice, et c'est quelque chose dont il faut débattre, enfin moi qui m'intéresse beaucoup, et je vois aussi que tu es très, très, très motivé par ce domaine, donc je propose de continuer à en débattre ultérieurement. Ouais. Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est que même si quelqu'un est présumé innocent, mais qu'on sait en réalité qu'il est coupable, il ira de toute façon en prison à l'issue de son jugement, mais peut-être que j'ai comment ça s'appelle, une appréciation de la liberté exacerbée, mais il me semble qu'il y a d'autres façons que l'enfermement, tu vois, comme je te dis, le fait d'être suivi, etc. L'enfermement, c'est vraiment radical, même pour quelqu'un que je sais intimement coupable, tu vois. Il sera enfermé, mais après son jugement, quoi. Oui, je vois bien. Tu imagines quelque chose qui arrive à faire coïncider que la liberté est quand même le suivi judiciaire. Moi, je suis plus sur les principes. Hein. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de preuves, tant qu'il n'y a pas de, tant qu'il n'y a pas de preuves, enfin, tant qu'il n'y a pas de décision de justice, l'individu doit rester libre de ses mouvements. Je comprends que le fait d'arrêter, c'est la façon la plus pratique. Bon, les policiers et les juges vont les brasser en disant ouais, mais on peut rien faire. Mais faut pas oublier que c'est le système en France, mais aux États-Unis, longtemps ça a été ça. Hein. Tu comparais, les gars, ils comparaissent libres. Il n'y a pas de détention préventive. Puis à mon avis, c'est un débat important, ça. Puis à mon avis, si tu es innocent, t'as pas trop intérêt à te casser, quoi, ou à essayer d'esquiver le procès, non? Enfin, je sais pas. Ah bah si t'es innocent, ouais, c'est pas évident. Ça dépend de la confiance que tu as dans la justice de ton pays. Tout à fait, tout à fait. Non, moi je préfère rester sur les principes. Bon, on accuse quelqu'un, très bien. On fait un procès, très bien. Bon, s'il n'est pas là, tu fais procès par contumace. Et après, on juge et on applique. Si le gars n'est pas là, il n'est pas là. Hein. Bon, ok. Guillaume, merci pour ces échanges. Merci à toi.